Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce second Facebook Live en direct de la Bibliothèque municipale d'Irigny. Je suis Florence, coordinatrice du pôle culture et patrimoine de la ville. Et aujourd'hui, nous recevons Anne-Claire et Jérôme Jouvray, qui devaient venir depuis juin, puis en octobre, et à chaque fois pendant un confinement. Alors, les voilà enfin parmi nous et c'est une grande joie. Ce sont les deux auteurs de la très célèbre série Lincoln. Et ce soir, ils vont nous présenter leur dernière parution, le tome 2 de 6 coups. Je vous rappelle que nous avons établi un partenariat avec la librairie L'Expérience qui nous a permis de vous vendre ici en direct à la librairie, à la bibliothèque, les albums de 6 coups qui vont être dédicacés ce soir par Anne-Claire et Jérôme. Et vous pourrez les acheter encore demain matin. Voilà, avant de leur laisser la parole, je vous rappelle les 3 prochains rendez-vous. Vendredi prochain, le 4 décembre, des contes de Noël. Le 11 décembre, en direct du secteur jeunesse, les bibliothécaires vous présenteront des BD et mangas. Et le 18 décembre, ce sera une carte blanche à l'auteur Franck Antunes pour son deuxième roman 2. Et bien voilà, Anne-Claire et Jérôme Jouvray, nous sommes ravis de vous accueillir et merci de votre présence. C'est à vous. Merci Florence, merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous présente Anne-Claire. Bonsoir. Donc moi c'est Jérôme. On est mari et femme dans la vie, on travaille ensemble. Donc je dessine, Anne-Claire colorie. Et sur la série que nous avons publiée, notamment donc, le tome 2 cette année, nous sommes co-scénaristes. C'est-à-dire nous écrivons le scénario ensemble. Donc vous avez ici le tome 1 qui est paru l'année dernière, voilà, et puis le tome 2 qui est paru au mois de mars. Donc effectivement, on a une autre série pour laquelle on nous connaît aussi, c'est la série Lincoln. Alors, je la montre, voilà, je ne sais pas si l'image brille trop, voilà, mais la série Lincoln, c'est une série qu'on a réalisée avec mon frère Olivier, qui est scénariste sur la série Lincoln. On a fait 9 albums depuis le tome 1 qui était sorti en 2002. Je dessine et Anne-Claire fait la couleur. Et en fait, 6 coups, c'est la première fois que Anne-Claire et moi, on se lance dans l'écriture. De mon côté, j'avais déjà tenté un peu d'écriture pour des formats courts, des histoires courtes, dans le journal de Spirou notamment. Mais sur un album, c'est la première fois. Et en fait, on l'a fait ensemble avec Anne-Claire pour une raison assez simple, c'est que j'avais un projet en fait. Au départ, j'avais un projet de bande dessinée plutôt adulte, une envie de western à nouveau, parce que la série Lincoln est un western aussi, mais le tome 8 et 9, on sortait de l'univers western, donc je me disais qu'on pouvait retourner dans le western avec d'autres projets, avec d'autres envies, et notamment je cherchais l'inspiration auprès d'histoires vraies, une histoire de 2 trains, d'un accident de train, une histoire assez connue qui s'est passée donc, à l'époque du western, à l'époque du Far West, où il y a un promoteur qui a voulu faire un spectacle de 2 trains qui se rentrent dedans pour distraire les gens, quoi, pour faire du spectacle. Et puis bien sûr, ça s'est pas très bien passé, il y a eu des morts. Et cette histoire m'avait assez marqué et j'avais envie de raconter voilà, une histoire, non pas raconter cette histoire-là réelle, mais je voulais raconter une fiction dans laquelle il y avait un clin d'œil à une référence à cette histoire vraie de 2 trains qui se rentrent dedans. Et puis j'ai eu un autre projet, une autre envie aussi, c'était de raconter la vraie vie des vrais Dalton. Il se trouve qu'on connaît tous les Dalton dans Lucky Luke, et dans Lucky Luke, ce sont les cousins des vrais Dalton. La première fois que les Dalton apparaissent dans Lucky Luke, ce sont les vrais Dalton, et ils meurent à la fin. Et il se trouve que les lecteurs ayant apprécié les personnages, les ont réclamés en disant ils ne pourraient pas revenir, ils meurent à la fin, ils ne peuvent pas revenir. Donc les auteurs ont décidé de faire venir leurs cousins, des cousins jumeaux, identiques. Et donc ceux qu'on connaît depuis très longtemps dans la BD, ce sont les cousins des vrais Dalton. Moi je voulais faire la vraie histoire des vrais Dalton parce qu'elle est assez gratinée, elle est assez étonnante. Et j'avais envie de raconter ça. Et puis finalement le projet n'a pas pu se faire pour des raisons évidentes. C'est que quelqu'un d'autre l'a fait avant moi et je me suis fait doubler. Et j'ai pas pu faire ce projet qui me tenait bien à cœur et pour lequel d'ailleurs mon éditeur était chaud bouillant et patate et donc il était très partant et on n'a pas pu le faire.
Bref. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il y a le journal de Spirou, pour qui je commençais déjà à travailler un petit peu avec des histoires courtes, des choses comme ça, qui me propose éventuellement de proposer un projet. Et je me dis c'est une bonne occasion de présenter un projet pour le journal de Spirou, mais j'avais pas spécialement d'idée puisque le mien de projet il n'était pas pour la cible, parce qu'on me demandait quand même quelque chose de très grand public, jeunesse, pas seulement, mais grand public quoi. Et j'étais un peu embêté parce que mon projet, j'avais donc cette histoire de deux trains, c'était pas grand public. Et puis c'est Anne-Claire qui m'a proposé de modifier le projet en changeant tout simplement l'âge des personnages principaux. Dire que si d'un seul coup, dans mon histoire, les personnages principaux sont des enfants, et ils sont témoins d'un accident de train, d'une attaque de gangsters, alors ça pourrait fonctionner. Et puis on discute, et au final, elle apporte tellement d'idées que je dis stop, stop, stop. On va l'écrire ensemble, ce projet, parce que moi, je pense que là, tu as déjà trop donné d'idées, tu as déjà trop participé, donc c'est plus mon projet, c'est le nôtre, et elle a été partante. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Notre manière de travailler, en fait, est assez drôle parce qu'on travaille énormément. À des moments, on peut se retrouver ensemble. Et on a trouvé la voiture pour travailler justement sur des longs trajets. Donc moi je conduis parce que je préfère conduire, parce que Jérôme conduit comme un pépé, donc il faut quand même le savoir. Voilà. J'aime pas conduire, voilà, j'aime pas conduire. C'est moi qui conduis. Et Jérôme il est à côté avec l'ordinateur. Et en fait pendant les longs voyages, les longs trajets, et on note toutes nos idées, on commence même à dialoguer des fois. On fait du découpage, enfin voilà. On discute, et moi je note tout. Voilà, on note tout, toutes les idées arrivent, et puis des fois on est bloqué, bon voilà, on s'arrête là, et puis on reprend, et puis voilà. Mais l'espace clos de la voiture, c'est un truc idéal, parce que du coup on est hyper concentré. Enfin, moi je suis autant concentrée sur la route. Ouais. C'est ce que j'allais dire, et c'est vrai que c'est un moyen qui nous a permis d'avancer sur des temps qui sont entre guillemets perdus le reste du temps. Donc là c'était bien. Donc on a du mal à avoir des temps que tous les deux. Oui, c'est pas évident. Donc on a travaillé un peu de cette manière, et puis on a noté toutes les idées qui nous passaient par la tête, et puis après on a fait le tri, on a gardé les bonnes, on a jeté les mauvaises idées, et puis à partir du moment où on a commencé à avoir suffisamment d'éléments pour les mettre en forme, on a commencé à écrire l'histoire. Et en fait la BD, on l'a appelée Siku, parce que déjà c'est le surnom qu'on donnait au pistolet, au temps des cow-boys, là. Donc c'était le pistolet a un barillet de 6 balles, donc Siku. Et puis on avait 6 personnages. On avait 3 personnages, donc des enfants, qui sont du côté des gentils dans l'histoire. Et on avait 3 personnages un peu plus âgés, 2 adolescents et puis un personnage un peu plus vieux, qui sont les 3 bandits de l'histoire. Et donc on se disait, voilà, on a cette rivalité de 3 contre 3, ça fait 6, et pour le titre ça marchait bien. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, Siku, c'est donc l'histoire de 3 enfants qui vont être confrontés à un petit groupe de bandits qui ont un projet de cambriolage, et les enfants vont être témoins de ça. Et ils ne vont pas arriver à solliciter les adultes pour contrecarrer les plans des 3 bandits. Donc c'est eux qui vont devoir essayer de se débrouiller pour... Ils ne sont pas pris au sérieux aussi. Oui, ils ne sont pas pris au sérieux. Il faut dire qu'à cette époque-là aussi, on prenait pas vraiment... On n'écoutait pas les enfants. Hein. Bah non, voilà, surtout le personnage du garçon dans l'histoire, c'est le fils du shérif, et son père ne l'écoute jamais. Donc voilà, il y avait ce... Voilà, et en gros... le tome 1 est une mise en place de la rencontre de tous ces personnages-là avec ce braquage de banque, donc. Et puis le tome 2 va être un épisode plus orienté sur les conséquences du surarmement des gens. C'est-à-dire que voilà, on connaît un petit peu comment fonctionnent aujourd'hui les États-Unis avec
avec leurs lois sur les armes, et on a voulu un petit peu parler de ça en racontant l'histoire d'une boutique qui vient s'installer dans la ville, une boutique d'armes à feu. Et le propriétaire de cette boutique a des méthodes super, comment dire, Brusque. ouais, brusques, des méthodes ouais, presque modernes dans le genre, voilà, faire fabriquer à pas cher à tel endroit pour revendre plus cher. Enfin bref, voilà, il y a toute une petite critique entre guillemets de cette surenchère de la vente des armes à feu aux États-Unis. Donc bien sûr, oui. Et la place des femmes aussi. Oui. Et puis voilà, ça c'est la part d'Anne-Claire. Ça c'est sûr que moi quand je voulais raconter cette histoire, je voulais raconter l'histoire de cow-boy, quoi. Bang bang, et puis ça traverse des vitres et puis ça meurt et puis Anne-Claire a dit dans nos 3 personnages d'enfants, il y aura 2 filles, et puis chez les bandits il y aura une fille aussi, et puis dans le tome 2 il y aura un groupe de femmes qui feront des manifestations pour interdire les armes à feu. Dont la femme du shérif. Dont la femme du shérif, qui lui adore les armes à feu. À l'époque, il faut quand même savoir que c'est quoi une femme au temps du Far West? C'est une mère ou c'est une prostituée en fait. Voilà. Soit elle est au saloon, soit elle est en cuisine. Donc il faut quand même se souvenir de ça. Ouais. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai voulu mettre en place justement des personnages féminins qui vont se révolter à leur façon et puis qui vont s'entraider et qui vont trouver une issue justement à l'arrivée de ce marchand d'armes, parce qu'il y aura trop de violence dans le village et les femmes vont manifester par rapport à ça. Elles vont enfin se regrouper et puis avoir plus de force. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des thèmes auxquels j'ai adhéré de façon évidente, dans le sens où par rapport à l'univers du western qui est raconté en général en bande dessinée, Anne-Claire elle est venue avec des idées qui sont plus originales que ce qu'on peut lire habituellement, pour une raison très simple, c'est qu'Anne-Claire n'aime pas le western. D'une manière générale, ça ne l'a jamais attiré. Et donc, de venir mettre son nez dans un scénario de western, eh ben, ça a un petit peu bousculé les choses. Et c'est vrai que par rapport à ce que je voulais raconter moi au départ, elle a tout chamboulé, et dans un très bon sens, quoi. C'est-à-dire que vraiment, moi, je ne regrette absolument pas cette collaboration, tellement le projet est très différent de ce que j'avais en tête au départ, mais tellement plus rigolo, tellement plus riche. Voilà, parce que c'est quand même une histoire tout public. Les personnages sont des enfants, mais c'est pas une BD qui s'adresse qu'aux enfants. Je pense que les adultes aiment bien aussi lire cette série, quoi. Oui, il y a un peu une double lecture parfois aussi. Exactement. Et c'est vrai que voilà, on s'est fait bien plaisir en racontant cette histoire, et on espère que vous aurez du plaisir à la lire aussi. Et toi, tu es plus dans le squelette de l'histoire. C'est très fort dans justement le début, le milieu, la fin, une espèce de fil conducteur comme ça. Moi, je dirais que je suis plus attachée à créer des personnages et puis être dans les dialogues en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Parce qu'on a tous les deux un peu notre domaine, comme ça, un peu plus... Enfin, chacun d'autre, quoi. Ouais. Ça fonctionne bien. Ouais, il y a un joli ping-pong qui s'installe quand justement on prenait des notes dans la voiture, là, ça marchait bien, quoi. Et puis on essaye de faire en sorte que faut que ça plaise à l'autre, quoi. Si on voit qu'il y en a un qui tique, on fait « Ah non, en fait, c'est que ça marche pas, quoi. » Même si on peut être persuadé de son idée, elle est géniale, tu vois, il va se passer ça. Et si l'autre ça c'est terrible, ça. Si l'autre fait on fait « Non, c'est pas génial. » en fait. Non, c'est terrible quand on a l'impression d'avoir une super idée super. Et qu'on la propose et que l'autre regarde, oh non, c'est nul. Ah, ça casse les pattes. On est passé nul, mais non, mais aussi, tu me l'as dit plein de fois. Ouais, je l'ai dit. Si. Non, mais c'est vrai que bah, de toute façon, il faut, quand on travaille en collaboration, il faut une certaine franchise et il faut oser dire que ça ne nous plaît pas, que ça ne nous convient pas, qu'il y a quelque chose qui coince. Mais c'est vrai que quand on a l'impression d'avoir une super idée et qu'en face ça répond pas, c'est hyper étrange. En même temps, si on défend bien cette idée, ça peut aller plus loin. Oui, mais n'empêche que si elle coince, c'est qu'il y a mieux à faire. Non, mais il faut juste la retravailler parfois. Ouais. Mais voilà. Et donc la méthode de travail qu'on avait, c'est qu'une fois qu'on avait à peu près mis en place notre petite histoire et tout, on a travaillé sur les personnages en essayant d'imaginer à quoi ils pouvaient ressembler. Donc moi j'ai un petit carnet dans lequel je note tout, dans lequel je fais des petits croquis. Alors je le montre, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. Et donc des petits croquis des personnages pour savoir à quoi ils ressemblent.
Et puis, très vite, c'est un carnet aussi qui nous sert à faire ce qu'on appelle le découpage. Alors, le découpage, c'est, il y en a qui appellent ça un storyboard ou comment on appelle ça aussi? Il y en a qui appellent ça une mise en case. J'aime bien l'expression mise en case. Et donc, c'est le moment où on décide du nombre de cases pour une page, du nombre de pages pour une scène, du nombre de bulles pour une case, du nombre de cases sur une bande. Et donc c'est une étape assez importante parce que c'est elle qui va définir le rythme, la fluidité de la lecture, la lisibilité de la page. Donc c'est un travail assez costaud, on recommence beaucoup à ce moment-là. Et en général, quand c'est au point ça, alors on modifie peu ensuite. En général, on modifie les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues ont été écrits avant, mais ça peut nous arriver de les retravailler une fois que la page est terminée, parce que justement, on sent qu'au niveau du rythme, il y a des choses qui se révèlent, et donc on retravaille un petit peu. Mais voilà, et une fois qu'on a fait ce travail-là, pour faire la page, moi je passe par une étape qui est donc un crayonné. Alors, il se trouve que le crayonné que je vous montre là, il est fait à l'encre. Alors on appelle ça un crayonné quand même parce que c'est un croquis préparatoire, c'est pas spécialement fait au crayon. Alors il se trouve que là si j'ai travaillé au crayon, puis après je suis allé à l'encre pour préciser un petit peu mon dessin parce qu'il était un petit peu compliqué. Et alors pour vous préciser, ça c'est la moitié de la page. Voilà l'autre moitié. D'accord. En fait je travaille en demi-page pour des raisons de confort et de matériel aussi, question informatique notamment. J'ai un scanner qui fait que la moitié d'une page, enfin bref. Des considérations un peu techniques. Et c'est vrai qu'habituellement, les gens, quand ils font un crayonné, ils font le crayonné sur une feuille, et ensuite ils ancrent le trait définitif sur la même feuille. Et moi, je ne fais pas ça. Je fais l'ancrage sur une autre feuille. Et en fait, la technique, c'est que j'utilise une table lumineuse. Je pose mon crayonné sur la table lumineuse, je pose ma feuille sur laquelle je vais faire l'ancrage définitif par-dessus. Quand j'allume la table lumineuse, donc c'est une table avec une lampe à l'intérieur hein, et une surface un petit peu translucide, et ben, ça révèle le crayonné au travers de ma feuille et je vais pouvoir le décalquer. Je le vois à travers la feuille et je vais pouvoir dessiner, ancrer, tout en gardant, en conservant intact le crayonné. Ça me permet de conserver la trace du crayonné, j'aime bien le garder à part, au cas où, ne serait-ce qu'au cas où je rate mon ancrage et que je dois recommencer. Et puis, ça m'évite de gommer. Parce que quand on ancre sur le même dessin que le crayonné, il faut gommer derrière. Et alors là, en général, je froisse, je gomme trop tôt, l'encre est pas sèche, enfin bref. Donc je préfère travailler comme ça. Et donc là, vous voyez, ça vous donne une petite idée. Ça, c'est l'ancrage définitif. Et l'ancrage définitif, c'est donc à la plume, à l'encre de Chine, sur une feuille un petit peu épaisse, comme ça. Et voilà. Et donc après, je fais l'autre moitié de la page. D'accord. Donc comme pour le crayonné. Et une fois que j'ai les deux parties, je scanne, j'enregistre l'image dans l'ordinateur et je transmets à Anne-Claire. Moi, je récupère et après, je vais travailler les couleurs sur ordinateur, sur Photoshop. Et après, je vais travailler par système de calque. Donc, je commence généralement par les aplats de couleurs. Après, je rajoute tout ce qui est lumière. Et après, je rajoute les ombres. Ce qu'on fait aussi sur cette série-là, on ajoute de la matière. Donc, c'est-à-dire qu'on a scanné auparavant du papier aquarelle avec un grain très épais. Et on se sert de ce papier scanné pour le mettre en plus sur un calque Photoshop. Donc ça va donner un grain supplémentaire au dessin et à la couleur. Et ça, on va l'utiliser pour ce qui est justement le travail des ombres. Voilà. Donc je ne sais pas si on peut montrer un... Je vais montrer la même page. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais sur la première case en haut à droite, là on voit des effets de lumière dans les fenêtres. Des choses comme ça. Donc ça, c'est des petits effets qui sont rajoutés à l'ordinateur. Et effectivement, l'histoire de cette matière aquarelle qu'on rajoute, c'est parce que les couleurs informatiques sont souvent des plats très, comment dire, j'allais dire électroniques. Je ne sais pas si c'est le bon terme.
mais disons qu'on voulait ramener un petit peu de texture de papier et d'outils un peu naturels, et donc on a mis une petite texture. Je sais pas si ça se voit là, mais dans les cheveux du... Ouais, je pense pas que ça se verra à l'écran. Dans les cheveux d'Eliott, le jeune garçon, en fait, on voit il y a un peu de... Dans cette case ici, là, on voit un petit peu... Il y a un petit peu de matière, Voilà, alors bon, c'est vrai qu'on voit peut-être pas très bien. Mais je trouve que ça donne un peu plus de volume, et puis ça donne un côté beaucoup plus chaud à la couleur. Ouais, voilà. ça casse le côté informatique Ouais. de la mise en couleur. Donc voilà, une fois qu'on a terminé toutes nos pages, ben, on envoie ça à notre éditeur, et c'est lui qui se charge de faire passer ça à l'imprimeur, qui va fabriquer le bouquin, et qui va l'envoyer ensuite dans les librairies pour qu'on le retrouve, quoi. Et donc voilà, en gros, notre petite façon de fonctionner. Alors, elle n'est pas systématique, c'est-à-dire que là, je vous ai montré des dessins que je fais à la plume et à l'encre de Chine. Il m'est déjà arrivé de faire des albums au pinceau, d'autres au crayon, d'autres au stylo. J'ai parfois utilisé de l'aquarelle directement sur l'original, ça dépend des bouquins, des albums, c'est très variable. Mais voilà, en gros, j'aime bien la plume parce que par rapport au pinceau, si la plume est souple, elle permet d'avoir ce qu'on appelle des pleins et des déliés, c'est-à-dire travailler avec le même outil des traits fins et des traits épais, et avec un peu plus de facilité qu'au pinceau. Le pinceau, on est tout en retenue, et c'est un petit peu difficile. Pas difficile. Disons qu'il y a une espèce de crispation qui se fait sur le pinceau, c'est un outil assez difficile à maîtriser. Et puis, je sais pas, je pense que c'est Uderzo aussi qui m'a fait réfléchir. Uderzo, à la fin de sa carrière, il avait de l'arthrose dans les doigts et il n'arrivait plus à tenir les outils. Il était obligé de se les scotcher, de scotcher son crayon sur le doigt pour pouvoir travailler parce qu'il ne tenait plus. Et il a expliqué un jour que c'est sans doute parce qu'il a bossé toute sa vie au pinceau et que la crispation de l'outil qu'il avait en tenant le pinceau a sans doute provoqué ça. Et il avait remarqué que ses collègues qui dessinaient à la plume n'avaient pas trop ce problème-là. Donc, je me souviens quand j'ai lu cette interview d'Uderzo, ça m'avait marqué. Donc je me suis dit, je ne vais pas tout faire au pinceau, je vais varier. Et puis voilà, mais c'est peut-être une espèce de superstition étrange, mais il n'empêche que... Non, puis c'est plus agréable aussi de varier les techniques. Ouais, moi je pense que j'aime bien. Je pense qu'on s'ennuie moins justement en faisant ce genre de choses tout au long de sa carrière. En tout cas. Et donc pour justement varier un peu les techniques, quand on fait une dédicace, donc là Anne-Claire vient de finir la mise en couleur d'une des dédicaces qu'on doit faire pour vous. Je sais pas si on se voit. Et donc là, c'est le moment où justement Anne-Claire peut utiliser de l'aquarelle. Elle utilise l'informatique pour faire les couleurs de l'album, mais en dédicace, elle utilise de l'aquarelle. Ça change. Voilà. Et puis voilà, c'est une façon aussi d'essayer d'autres trucs. La dédicace est souvent un moment où on expérimente, où on essaye des trucs, moi, il m'est déjà arrivé de mettre au point des personnages que j'allais utiliser dans un autre album, en les imaginant en dédicace, des trucs comme ça. Et puis, et puis mettre de la couleur en dédicace, je trouve que c'est important. Déjà, ça rallonge le temps qu'on peut passer avec le lecteur qui est en face de nous, parce qu'il y a toute cette phase de couleur qui peut prendre quelques minutes supplémentaires. Et les gens sont toujours étonnés de la manière dont on va poser de la couleur sur un dessin. Et ils sont toujours assez fascinés de voir une boîte d'aquarelle, des pinceaux. Et ça, je trouve que c'est très important. Enfin, c'est le petit plus, je trouve, en dédicace. Et lorsque les coloristes peuvent être invités dans les festivals ou en dédicace, je trouve que c'est assez important. Et puis, le public aime bien. C'était pas toujours le cas. Il y a eu une époque où les coloristes n'étaient jamais invités en dédicace. Mais c'est encore pas trop... C'est assez rare, ouais. Voilà, c'est encore pas trop le cas, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc nous on aime bien essayer plein de choses différentes. Voilà, par exemple là on va faire une pause sur 6 coups et on se lance dans d'autres projets à nouveau. Il y a des projets qui vont raconter des histoires qui se passent sur la banquise. On a des projets qui vont parler de manipulation mentale. On a un bouquin qui va sortir normalement au printemps sur le foot avec Didier Tronchet au scénario. On a un projet aussi de politique. On a un projet d'histoire de la politique depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours. Je pense qu'on en a pour 20 ans à le faire, ce bouquin. Ouais. Et celui-là, c'est avec Olivier. C'est avec mon frère à nouveau qui écrit le scénario. Alors, on a déjà commencé. Ce projet, il est déjà commencé. Il existe déjà quelques planches qui sont publiées sur le web. Ouais. C'est un blog qui s'appelle « Je veux comprendre la politique ». Donc, si jamais vous tapez dans un moteur de recherche « Je veux comprendre la politique », vous allez tomber sur ce blog.
et sur ce projet qu'on a démarré il y a quelques années et qu'on fait avancer petit à petit et tout doucement quand on a un peu de temps libre, parce que pour l'instant c'est un projet qui est autofinancé, on va dire. Et donc voilà, mais un jour ça deviendra un livre. Va falloir juste que tout le monde soit patient, mon frère Olivier comme nous, comme les lecteurs, parce que c'est un projet qui va être énorme, quoi. Et c'est le premier projet qui sera à l'aquarelle, qui ne sera pas en couleur Photoshop. Et voilà, là tu fais les couleurs directement sur l'original. Ouais. Oui, ça c'est une particularité aussi, c'est que quand les coloristes font la couleur sur informatique, forcément c'est sur une copie de l'original. Mais il arrive que les coloristes fassent la couleur avec de la gouache, avec de l'acrylique, avec de l'aquarelle. Et dans ce cas-là, très souvent c'est sur une copie. C'est pas sur l'original. Le dessinateur, il a fait un dessin et en général, il n'a pas envie que quelqu'un d'autre le touche et rajoute de la couleur sur l'original. Donc c'est toujours fait sur une copie. Et de temps en temps, ça arrive. Par exemple, Lewis Trondheim, avec son épouse aussi, il travaille comme ça. Elle fait les couleurs directement sur l'original. Et nous, on a décidé de faire comme ça sur ce projet sur la politique. Pareil, donc là, c'est de la couleur à l'aquarelle, directement sur l'original. Voilà, ça arrive rarement, mais ça permet d'avoir, à la fin, on a une planche qui se tient, quoi. Il n'y a pas un dessin d'un côté puis la couleur de l'autre. Et ça nous plaisait bien. Et c'est vrai que du coup, ça t'a permis aussi, toi, d'essayer plein de trucs, voilà, encore une fois, des techniques différentes, quoi. Et donc voilà, en gros, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Acheter nos BD encore, s'il vous plaît. Offrez-les à Noël. Oui, c'est Noël bientôt. Alors Voilà. moi, depuis que je fais de la BD, j'ai fait une vingtaine de bouquins, donc voilà, c'est pas obligé de tous les acheter, mais ça fait déjà 20 cadeaux, c'est vite trouvé. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Voilà. Il y avait une question de Stéphanie qui demande, vous y avez un petit peu répondu, mais est-ce que le texte vient avant le dessin ou après? Ah, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que le texte vient avant ou est-ce qu'on dessine et ensuite le texte vient après? Alors, il se trouve qu'en général, le texte vient avant. C'est-à-dire que c'est très difficile de dessiner une séquence, de mettre en scène un personnage, de le représenter en train d'avoir une expression particulière si on ne sait pas ce qu'il va dire. Donc en général, on écrit avant. Mais il y a quelques cas particuliers où des gens écrivent après. Ces cas particuliers sont souvent expérimentaux. C'est-à-dire que là, nous, on a des copains à Lyon qui font ça en ce moment. Ils font une BD où il y en a un, il dessine, et il dessine absolument ce qu'il veut. Il ne tient même pas compte d'une narration, et c'est un jeu, un défi pour le scénariste d'ensuite de trouver une cohérence et une logique dans les dialogues pour que ça fasse une histoire. C'est un truc très très particulier. Je ne sais même pas s'ils vont le finir un jour, ce projet, et si ça va devenir un livre. Mais en tout cas, c'est une expérience rigolote. L'autre cas de figure qui existe, c'est Stan Lee. Stan Lee, c'était le scénariste de toutes les bandes dessinées de super-héros de notre jeunesse, quoi. C'est celui qui a imaginé tous les personnages Marvel qui sont devenus très très connus grâce au cinéma. Eh bien, Stan Lee, il avait une particularité dans son fonctionnement et dans sa façon d'écrire. C'est-à-dire qu'en général, il imaginait une histoire de super-héros et il en parlait. Il ne l'écrivait pas, il en parlait tout de suite avec son dessinateur. Et il lui racontait. Il disait, alors là, au début, les personnages font ça, ils vont dans tel endroit, puis après, il y a un méchant qui arrive, puis ils se battent, et puis voilà, puis à la fin, il se passe ça, puis ils doivent passer par telle ville. Bref, il racontait l'histoire, et le dessinateur prenait des notes, faisait des petits croquis, voilà, et une fois qu'il avait fait ça, le dessinateur, de son côté, il allait dessiner toutes les pages. Et là, Stan Lee, après, il arrivait, il prenait les pages, et là, il rajoutait tous les dialogues. Et comme il semblerait que son salaire était plus élevé s'il y avait plus de dialogues, ben il rajoutait des caisses. Donc ça donnait des bandes dessinées qui n'étaient pas toujours très digestes au niveau de la lecture, parce qu'il y a des personnages qui, pendant qu'ils faisaient une action très brève, par exemple mettre un coup de poing à un personnage, ben ils pouvaient tenir un discours avec 2 ou 3 bulles dans la même case. C'était un peu étrange des fois. Mais ça explique aussi voilà, pourquoi les 4 fantastiques étaient particulièrement bavards. Et ça permet de se rendre compte que voilà, il y a d'autres façons de travailler. Mais encore une fois, on fait souvent la comparaison entre la bande dessinée européenne, la bande dessinée américaine, et puis parfois aussi avec le manga. Mais c'est vrai que voilà, Stan Lee, la façon dont il faisait ses BD, c'était quelque chose d'industriel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne compare pas trop. Donc pour répondre à la question précisément, oui, il vaut mieux écrire avant de dessiner.
c'est une règle d'or si on veut être sûr de savoir comment dessiner notre personnage, quelle expression il doit avoir. On peut toujours ajuster le dialogue après, mais on écrit et on dessine ensuite. Alors, il y a peut-être une autre question. Il y a des remerciements. Eh ben, pareil. Eh ben, nous aussi, merci aussi. Merci de nous avoir suivis. Et puis, ben, voilà, nous on a à peu près fait le tour. Bonne soirée à tous. Merci. Et puis, merci à la bibliothèque de nous avoir reçus. Merci Florence. Et bonne soirée. Voilà, alors, longue vie à Sikou, peut-être un tome 3. Et longue série aussi prolifique que Lincoln. Je vous rappelle du coup le prochain Facebook Live vendredi 4 à 18 h avec Isabelle pour des lectures de contes de Noël. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.